Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, je vous propose un tour d'horizon géopolitique des temps modernes. On va parler évidemment du Proche-Orient, mais également de l'Ukraine, de l'Argentine, des Pays-Bas. Et puis bien sûr, nous ferons des allers-retours réguliers en France. Avant de commencer, comme chaque semaine, vous savez, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors pensez bien sûr à la partager, bien sûr laissez vos commentaires auxquels je réponds, c'est maintenant connu de tous. Et puis surtout, cliquez sur le pouce en l'air, ça améliore le référencement. On se retrouve tout de suite après le clin d'œil. C'est parti. Retrouvez le Samedi Politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. Et pour cette émission, je suis aux côtés de Pierre-Yves Rougeron. Merci Pierre-Yves. Merci à TVL et merci à toi Elise. Avec plaisir. Vous êtes président du Cercle Aristote, essayiste et éditeur pour Jean-Cyril Godefroy. Alors Pierre-Yves, figurez-vous qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte que vous n'étiez pas venu du tout de la saison précédente du Samedi Politique. Et ça m'a surprise. Vous savez pourquoi ? Dites-moi. Je vais vous le dire. Parce que pourtant, toutes les semaines, on me reproche de faire venir Pierre-Yves Rougeron. Ah bon ? Quelle partie de mon fan club vous repose ça ? Eh bien, c'est ça. Il paraît qu'on dit beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Oui, voilà. Comme disait Monterland, se faire des ennemis est une préoccupation d'aristocrate, se faire des amis est une préoccupation d'épicier. Bon alors, trêve d'ânerie, on a un programme chargé, Pierre-Yves. Je vous propose de commencer ce tour de l'actualité par le Proche-Orient. C'est bien évidemment le dossier le plus brûlant, un dossier très compliqué à comprendre. Et quant à le résoudre, je crois que c'est très difficile aussi. Alors, le résoudre maintenant, et d'ailleurs, même la diplomatie démocrate du président Biden se rappelle que ça a coulé le deuxième mandat de Bill Clinton en termes de relations internationales. Donc vous voyez, il y va piano, parce que lui, il entre dans une année électorale qui va être très difficile. Donc très, très difficile pour le camp démocrate, très difficile pour Joe Biden lui-même. Donc il sait que ce véritable pot de pus, parce que c'est un conflit qui est un véritable pot de pus, peut couler une partie non négligeable de sa campagne. Donc il met ce conflit un peu à bout de gaffe, car de toute façon, on peut regarder ce conflit de quelque angle qu'on le veuille, les dés ont déjà été jetés, si vous voulez. C'est les deux entités, enfin, donc le pays Israël et l'entité palestinienne, il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de partage. À un moment, il faut faire le deuil de toutes les images qu'on a vues, il faut faire le deuil du processus d'Oslo, une fois pour toutes. Rappelez peut-être rapidement le processus d'Oslo, c'est très simple. Au cours des années 80, Israël se rend compte par rapport à la démographie galopante palestinienne qu'il va falloir faire un processus politique. Donc il reconnaît Yasser Arafat comme interlocuteur, ce qui permet de palestiniser les forces de police, ce qui permet à chaque fois qu'il y a des émeutes, entre autres, qu'elles soient réglées par les Palestiniens eux-mêmes. C'est l'ascension de gens comme Djibril Rajoub, comme Mohamed Darlan. Et à ce moment-là, Israël, qui a déjà parié en partie sur le Hamas à la fin des années 70, à la naissance du mouvement, encourage un affrontement entre les deux entités. Il ne faut pas oublier que le coup le plus dur qui a été fait historiquement contre le Hamas, c'est Mohamed Darlan qui le dirige, qui est un des chefs de la sécurité palestinienne et qui fait arrêter 3000 militants du Hamas en une nuit. Donc, à partir de ce processus, qui n'est qu'un processus de reconnaissance, c'est-à-dire je vous reconnais comme un interlocuteur viable, point. Oui, il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas de jugement de valeur. Les Palestiniens vont penser qu'on leur promet plus que ça, alors que la lettre de mission envoyée par Rabin dit juste « je vous reconnais, point, barre, ligne ». Et le problème, c'est que Rabin est assassiné par un extrémiste qui devait également tuer Shimon Peres, mais l'attentat contre Peres lui va échouer. Et le processus d'Oslo est enterré avec Yitzhak Rabin. Et tout le reste n'est qu'un pourrissement d'une situation, pourrissement validé des deux côtés par des variables lourdes qui sont les variables démographiques. Donc de toutes les façons, même si on arrivait à sortir toute la zone du chaos dans lequel les interventions occidentales l'ont mis, parce qu'il faut être honnête de ce qui s'est passé en Irak, de ce qui s'est passé en Syrie, toute la zone s'en sortirait, sauf cette part-là, parce qu'on ne peut pas diviser entre deux peuples
un territoire qui est grand comme 3 départements français, et rien que la bande de Gaza, c'est grand comme le territoire de Belfort. Donc on ne va pas faire si vous voulez, on ne fait pas de massage cardiaque à une biscotte, on ne divise pas non plus des miettes de gâteau. Point. Donc à un moment, il y a d'autres options, de nouvelles options à mettre sur la table certainement. Personne ne veut le faire. Le seul qui a essayé, quoi qu'on pense du personnage, c'est Donald Trump avec les accords d'Abraham. Mais les accords d'Abraham se faisaient, comme le disaient les diplomates palestiniens, dans le dos de la question palestinienne, parce que celle-ci est devenue insoluble. Or, et aucune diplomatie occidentale, ou même mondiale, parce que la Chine et la Russie vont regarder ça à bout de gaffe, ne va mettre un doigt là-dedans, parce que ce pot de pus a été fatal à tous ceux qui ont voulu le régler. Tous. Y compris dans les deux camps d'ailleurs, parce que finalement, chaque dirigeant plus ou moins modéré qui voulait trouver une issue favorable à ce conflit dans les solutions à 2 États, etc., ont été assassinés par leur propre camp. Assassinés ou ont dû partir. Quelqu'un comme Mohamed Darlan aujourd'hui vit dans le Golfe et n'a plus aucune... alors qu'il était l'un des super flics avec Djibril Rajoub de l'autorité palestinienne. Marwan Barghouti, qui était l'homme du Fatah le plus puissant après Arafat, est en prison en Israël. Et du côté israélien, aujourd'hui, alors que le triangle institutionnel qui a créé Israël, qui était Tzahal, le kibbutz et le parti travailliste, aujourd'hui le parti travailliste, donc la gauche israélienne, pèse moins de 10 sièges à la Knesset. Bon, terminé, adieu Berthe. C'est fini. Et c'est plutôt, si je peux dire, parce que c'est pas des politiques qui ont été attaqués lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, mais c'est plutôt la branche gauchiste en fait qui s'est fait attaquer par le Hamas. Bien sûr. Ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. Ils jouent, c'est-à-dire qu'ils jouent à un jeu que les frères musulmans, parce que le Hamas c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Ils savent très bien jouer à ça, c'est-à-dire de liquider les modérés dans chaque camp. On sait très bien que quand un conflit part comme ça, on a vu l'exemple de l'Algérie française par exemple, quand chacun des deux camps joue à liquider les modérés du camp d'en face, de toute façon il n'y aura pas de règlement politique. Il y aura un règlement par ce que j'appellerais les variables barbares. Donc c'est-à-dire les variables lourdes, la démographie, c'est-à-dire tout ce qui ne se maîtrise pas politiquement. D'accord ? Aujourd'hui, le but des deux camps, c'est de dépolitiser ce conflit. Israël gère la question palestinienne d'un point de vue sécuritaire et sous un modèle à la fois policier et carcéral. C'est pas du tout une critique. C'est juste que c'est un constat. Et quant aux Palestiniens, ils gèrent ça sous couvert religieux vers des biens très matériels, parce que le Fatah, lui, au moins assumé sa corruption, le Hamas, Allah c'est bien, mais le pognon c'est mieux. Donc, chacun d'un côté veut dépolitiser autant que faire se puisse le conflit. Aucun des deux n'y a intérêt, et donc tous les modérés de chaque côté ont été écartés ou sont écartés par les variables barbares, par les variables lourdes, et il n'y aura, comme cette terre ne sera pas partagée, elle ne peut pas l'être, et comme personne ne veut des options extérieures ou des nouvelles options, c'est-à-dire de régler ce conflit à l'extérieur de ce territoire trop exigu, eh bien, de toutes les manières, il y aura un système d'affrontement, un système Highlander, donc à la fin, malheureusement, il n'en restera qu'un, et qu'on l'accepte ou pas. Il n'y a aucune possibilité d'un règlement politique, déjà parce qu'il n'y a plus de politique dans ce conflit. On a affaire à une logique sécuritaire d'un côté, une logique de domination à base religieuse, mais à intérêt et à arrière-pensée très matérielle de l'autre. Si vous voulez, les meilleures guerres et les meilleures paix se font sur les arrière-pensées. Là, l'arrière-pensée des deux camps, c'est « jusqu'ici tout va bien, et jusqu'ici je domine dans mon camp ». Même si le Hamas n'a pas réussi, ce qui était l'un des buts du 7 octobre, qui était de marginaliser définitivement l'autorité palestinienne dans Cisjordanie. Ça, c'est un demi-échec du Hamas. Mais le Hamas fait régresser toute la zone, parce que le Hamas était, comme la cause palestinienne elle-même, en train d'être marginalisé par le processus d'Abraham. Ils sont arrivés à faire régresser la zone, mais ça n'aura, je l'espère, qu'un temps. Parce que si ce conflit-là doit s'éterniser, qu'au moins toute la zone qui va de l'Égypte jusqu'aux confins de la Grande Perse sorte
des 3 décennies de chaos qu'elle a vécu avec les drames humains qui l'ont émaillée. Alors on a parlé bien entendu de cette terrible attaque terroriste le 7 octobre dernier, commise par le Hamas sur le territoire israélien. Depuis, la riposte israélienne s'abat violemment sur Gaza. La communauté internationale, comme on dit, est relativement divisée, mais du côté de l'Occident, on est en soutien d'Israël, on parle d'humanitaire, mais on demande des trêves à demi-mot. En revanche, ce n'est pas du tout le point de vue des pays dits émergents, des fameux BRICS. Et je vous propose pour cela d'écouter Vladimir Poutine lorsqu'il était en visioconférence au sommet du G20. Certains collègues, dans leur discours, ont dit qu'ils sont impressionnés par l'agression qui continue en Ukraine. Mais ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, est-ce que ceci ne secoue pas tout le monde ? Quand les chirurgiens doivent opérer les enfants sans anesthésie, est-ce que ceci ne secoue personne ? Et le secrétaire général des Nations Unies a parlé de Gaza qui s'est transformé en cimetière géant pour enfants. Alors, ce qui ressort de ce que vient de dire Vladimir Poutine, surtout, c'est cette critique du double standard permanent qu'on pratique en Occident. Les BRICS, ça, il faut toujours y revenir. Il n'y a pas d'unité du camp des BRICS contre l'unité de l'Occident. À un moment, il faut arrêter avec ces discours-là. Si vous voulez, on nous a déjà vendu la guerre froide. Ça a été avec Happy Days, les 2 grandes séries que l'Amérique nous a vendues dans l'après-guerre, et on y a cru jusqu'au bout. Donc à un moment, il faut devenir adulte quand on est arrivé à se faire refiler le bébé et la patate chaude pendant des décennies. C'est le discours du Seigneur qui fait venir ses laquais contre l'affreux ennemi coalisé extérieur. Là, prenez un exemple, vous avez eu un accord récent états-unien de coopération militaire extrêmement lourd, donc il n'y a pas d'unité du camp des BRICS, pas plus qu'il y a d'unité de l'Occident. La liberté, c'est l'intérêt étatique. Donc, ça avance petit à petit. Si vous voulez, de vouloir recréer des entités impériales pour qu'à la fin, tout le monde, par un système, si vous voulez, d'alliances stupides, finisse par se mettre sur la tronche sans l'avoir voulu, si vous voulez, c'est des discours à cliquer qu'il faut éviter, à mon avis, à tout prix. Or, Vladimir Poutine rappelle une des seules règles unitaires que les BRICS demandent. Il n'y en a pas 40, il y en a 3. Respect du droit international classique. C'est-à-dire, il n'y a pas de droit d'ingérence, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas tout ça. Démoralisation de la vie internationale, c'est-à-dire l'Occident n'a pas de leçon de morale à nous donner, entre autres à cause du double discours. Vous venez d'en avoir une illustration. Et dernier point, la puissance est un droit. Nous avons le droit de devenir forts. Ce qui ne veut pas dire que vous deveniez faible par nature, ça veut dire juste que vous êtes devenu fort, parfois à notre détriment, parfois de vous-même. On ne vous en a pas empêché. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Or là, Vladimir Poutine vous rappelle la règle numéro 2. Vous n'êtes capable que du double discours, alors il n'y a pas de morale universelle. Parce qu'un enfant qui meurt en Ukraine vaut un enfant qui meurt à Gaza, jusqu'à preuve du contraire. Or, l'Occident est gêné par cette unité qui lui rappelle que lui-même a dépolitisé les rapports internationaux. C'est à ça que ça sert, la notion de civilisation, c'est à ça que ça sert les droits de l'homme. Si vous voulez, les grands mots, ça se mange pas en salade et ça se mesure pas au mètre. Vous voulez, quand on commence avec des notions qui n'ont pas de sens, c'est généralement c'est fait avec la main sur le cœur, mais c'est pas tout à fait dans le cœur c'est pas tout à fait le cœur que vous visez chez votre adversaire. Donc, les pays émergents ne veulent plus de ce discours-là. Ils utilisent cette crise pour le faire savoir. C'est tout à fait normal, ils sont dans leur droit de le faire. Moi, ce qui m'effraie, c'est la cécité et la surdité occidentale à des choses de bon sens, si vous voulez. Ce sont les règles de la diplomatie classique depuis 25 siècles. Et ce n'est pas parce que nous avons une espèce difficile de dire, de délirium très mince ou de sénilité précoce en termes de pensée internationale, qu'il faut penser que le monde entier est devenu à moitié maboule. À un moment, j'espère qu'on finira par revenir sur des choses simples, qui ont quand même marché pendant des siècles,
ça nous évitera, à chaque fois que l'Occident commence maintenant quelques conflits ou quelques négociations que ce soit, vous l'avez vu ces dernières années, de terminer par caramba encore raté. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident, c'est caramba encore raté. À un moment, il faut bien comprendre que la multipolarité, c'est pas un projet, c'est pas une idée, c'est pas trois pecnos à Saint-Germain-des-Prés. C'est juste un état de siège, c'est juste un état de fait. C'est-à-dire ces pays sont devenus puissants, donc maintenant la morale droit de l'homiste postcoloniale ne nous sert à rien parce que nous on est devenus faibles en même temps. Donc il va falloir, quand quelqu'un que vous avez eu l'habitude de minorer est devenu plus fort que vous, il va falloir devenir très intelligent pour éviter le retour de bâton. Or aujourd'hui l'intelligence n'est plus une option pour l'Occident et nous on fait tout pour fuir ça. Et la fuite du politique, que nous le voyons dans le conflit israélo-arabe, mais que nous voyons en Ukraine, que nous voyons partout, c'est l'Occident qui fuit sa propre intelligence. C'est pas l'autre qui nous menace. Là, Poutine, il ne fait que ce que fait, par exemple, Xi Jinping. Il souligne juste, vous êtes quand même bien emmerdés, vous les Occidentaux. Hein ? Vous êtes bien emmerdés ou c'est moi ? C'est tout. Et cette petite phrase a un effet dévastateur, parce que nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est vrai. Chez nous, l'hystérie est devenue un mode de gouvernement. Nous le savons. Alors là, on a affaire à quoi ? À des gens qui sont rien de plus que des Français des années 60. Si vous voulez, Couve de Murville, c'est un grand calme au service du général. Poutine, c'est un grand calme. Xi Jinping, c'est un grand calme. Nous, on a des hystéros. Vous parliez plus ou moins tout à l'heure de réel politique, d'une certaine façon. Il y a quand même un exemple aussi à donner, c'est Netanyahou, parce que d'une certaine façon, on peut lui reprocher son fonctionnement, sa favorisation du Hamas, plein de choses, c'est pas la question. Il ne s'agit pas là, de toute façon, en géopolitique, de dire c'est bien, c'est mal. Et non, mais surtout, c'est pas nos affaires. On ne va pas tomber dans la moralisation de nous non plus. Mais pour autant, on se rend compte que Netanyahou, lui, sur la guerre en Ukraine, par exemple... mais Netanyahou, c'est là où il faut voir les gens dans leur complexité, pas leur assigner des camps. Netanyahou, et c'est normal, l'un des premiers partenaires technologiques de la Russie, c'est Israël. Donc, Netanyahou était l'un des bâtisseurs de l'axe Moscou-Tel Aviv. Donc, il n'a à aucun moment voulu se fâcher avec le Kremlin. Si vous voulez, la multipolarité, c'est ça, c'est vous n'avez pas de camp assigné. Voilà. La France, c'est 2,5% du marché européen de l'armement. Aujourd'hui, par contre, il y a des pays comme l'Indonésie qui s'arrachent le savoir-faire français, qui nous aiment plus que la plupart des pays européens. Je mets de côté la Grèce parce que c'est nous qui la protégeons parce que c'est nous qui lui avons fourni contre l'avis des Européens. C'est la chasse qui la protège de la chasse turque. Mais, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a plus d'assignation à résidence à résidence politique et à moutonnerie politique. Ces temps-là, qui étaient les temps de la guerre froide, qui étaient, il y a le chef, vous marchez derrière le chef et vous regardez bien vos pompes, ces temps-là se terminent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, chacune des parties a tout intérêt à essayer de rallier à son combat d'autres parties. Bien sûr, mais il n'y a plus d'assignation obligatoire. Et ce faisant, les relations internationales retrouvent la liberté westphalienne qu'elles ont eue dans les grandes heures, c'est-à-dire François Ier qui choisit la sublime porte parce que toute l'Europe veut notre peau, le général de Gaulle qui tend la main à la Chine. La vraie politique, c'est ça. C'est un moment de se dire, la civilisation, c'est très mignon. C'est très mignon, ça fait de très jolies vieilles pierres, et ça fait, pour les amateurs de vieilles pierres, de quoi aller se recueillir. C'est très bien. Mais si on parlait un peu d'avenir, et si on parle un peu d'avenir, faut parler à l'autre homme. Non pas pour lui dire... Au fait, j'ai écrit un truc vachement bien, ça s'appelle les droits de l'homme. T'as intérêt, si tu veux pas que je te casse les genoux, à les adopter. C'est de dire comment tu vois, toi, le monde en 2050, parce que toi et moi, on devra y vivre. Et l'humanité va être face à des défis assez extraordinaires. Tu vois, la maîtrise de l'IA, enfin, il y a des tas de trucs. Et pour ça, il ne faut pas avoir l'avis rétrograde, rabougri de oui, mais l'UE, c'est pas ma civilisation. Moi, dès que le clairon sonne, je me mets au garde à vous vers le chef. En plus, pardonnez-moi, je pense que c'est la meilleure chose qui pourra arriver à l'Occident d'avoir un peu cette liberté, parce que quand on voit le commandant en chef de l'Occident, qui est maintenant le président des États-Unis, donc Joe Biden, si vous voulez,
Enfin, on est plus proche du cimetière que du service militaire, donc je veux bien tout ce qu'on veut, mais regardez la classe politique des pays émergents, regardez la classe politique occidentale, s'il y a match, est-ce qu'on gagne ? Vous voyez, donc à un moment, je pense que l'emphase et la boursouflure verbale du camp de la lumière contre le camp des ténèbres, on va peut-être moins la ramener sur tout ça. Vous avez parlé là, il y a peu de civilisation, parce que c'est vrai que depuis la résurgence du conflit israélo-palestinien, la question du choc des civilisations d'Huntington est revenue beaucoup dans les débats. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pertinent dans ce conflit-là ? Alors, premièrement, il y a une utilisation stratégique. Je vous rappelle que Benjamin Netanyahou, dès 1982-84, a écrit un ouvrage sur Israël, était l'avant-garde de l'Occident contre le terrorisme. Bon. Je comprends tout à fait que les Israéliens jouent cette carte. D'ailleurs, ils n'en ont pas tout à fait tort, c'est que à partir des grands événements qui ont fait l'islam radical, donc la révolution islamique iranienne, la prise qu'on oublie toujours, parce que c'est aussi pour ça que le djihad international en veut particulièrement à la France, la prise d'otage de la Mecque, rappelez-vous, qui est écrasée par le GIGN français, à partir de ces moments-là, oui, nous sommes également pris pour cible. Donc, on est pris pour cible par les mêmes, les amis de mes amis et les ennemis de mes ennemis. Ok, très bien. Néanmoins, ça ne nous dispense pas d'être intelligents. Or, l'intelligence, c'est deux choses dans ce conflit-là. C'est de se rappeler que les barbus, on est quand même allé les chercher dans les poubelles dans les années 20, parce que l'idée nationale arabe et le développement de cette zone, qui passait donc par une accumulation primaire de capital, donc une main arabe sur des ressources arabes, nous gênait beaucoup. Donc on est allé chercher, comme je l'avais dit d'un petit trait d'esprit qui m'avait été un peu reproché. Répétez-le alors, voilà, évidemment. Si vous voulez, comme je faisais remarquer que l'avantage des islamistes, c'est que, comme ils ne savent pas faire de développement et qu'ils ne savent pas faire d'économie, ils font du contrôle social. Bon, si vous voulez, ils appellent le FMI, ils voient les roues des vélos. Bon, c'est très bien. Bon, c'est comme ça, c'est avec ces gens-là qu'on a joué. Et à ce moment-là, on les appelait Freedom Fighters, rappelez-vous. Ou White Helmet. Et après, et on l'a dit très longtemps, cette bêtise-là. Je vous rappelle que dans certains conflits, on a dit qu'ils faisaient du bon boulot. Bon. Alors après, il y a l'islamiste modéré, l'islamiste pas modéré, ça dépend du sens de l'égorgement. Bon, faut être vraiment faut être vraiment technicien pour le voir. Mais qu'on l'accepte ou pas, nous avons joué avec le feu avec ces gens-là, et malheureusement, ça nous a chassés de zones entières où nous avons apporté le chaos. À un moment, et encore, nous les Français, comme on n'a pas participé à la boucherie irakienne, on l'a fait peut-être moins que les autres. Mais qu'on le veuille ou pas, nous n'avons pas joué l'approche interétatique classique dans cette zone. On a eu un problème certainement d'arrière-pensée coloniale qui sont totalement hors du temps. Et donc on a traité cette zone en dehors de la politique classique. Ça a quand même tué des milliers de gens. Et d'un seul coup, on s'est mis à hurler aux droits de l'homme quand les mêmes barbus sont venus tuer nos civils, alors que vous ne pouvez pas dire qu'ils n'avaient pas annoncé la couleur, ils nous détestent. Mais par contre, nous, on leur a donné des flingues. Bon, on a ouvert des routes de migrants qu'ils ont empruntées, et en plus, on les a parfois encouragés, cassez rien. Bon, très bien. Or, le grand souci, c'est que la deuxième dose d'intelligence qu'il faut avoir, c'est justement de prendre Huntington au mot. Il ne faut pas oublier que le choc des civilisations chez Huntington, il vient de la notion de frontière de sang. L'islam a des frontières de sang, n'y touchez pas. Huntington est un culturaliste. Certains pourraient dire même parfois un ethno-différentialiste, peut-être. Mais en tout cas, un culturaliste, c'est sûr. Et donc, il dit, n'y touchez pas. D'autres acceptions du choc des civilisations sont beaucoup plus belligènes. Mais Huntington, il ne faut pas oublier qu'Huntington, c'est l'homme aussi de l'ouvrage « Qui sommes-nous » c'est-à-dire du choc interne de civilisation qu'il voyait sur la question migratoire, entre autres aux États-Unis, dans le choc catholique-mexicain, WASP. Bien sûr. Or, Huntington est un homme pour qui les bonnes frontières font les bons voisins. On ne peut pas dire qu'il ait été écouté dans ce conflit-là. Dans ce conflit-là, il n'y a pas la place pour deux États. Alors vous me direz, il y a encore la solution la plus stupide qui est d'en faire un seul. Bon, aucun des deux partis ne l'acceptera.
Déjà, rien que pour un fait simple, Israël, je vous rappelle, est une puissance nucléarisée. Vous croyez sincèrement que s'il y a un État binational, elle va partager la bombe avec les Palestiniens ? Mais dans quel cerveau malade ça peut germer, ça ? Donc... Enfin ça, pardon, je fais une petite parenthèse, mais c'est quand même fabuleux, parce que j'en ai parlé l'autre fois avec Caroline Galacteros, et le fait qu'Israël soit une puissance nucléarisée, elle n'a pas signé les traités de non-prolifération. Je sais pas, on parlait de droit international tout à l'heure, comment on explique ça ? Ah bah tout simplement parce que, comme beaucoup de pays occidentaux, comme un bon pays occidental, Israël dit quand il y a des règles pour deux, il n'y en a pas pour moi. Bon, ça, sur ce conflit-là, sur cette donnée-là en tout cas. Bon, moi je leur en veux pas. Je dis juste que tout le monde est au courant. Donc bon, si vous voulez, c'est pas un secret c'est un secret de polichinelle, l'arme israélienne nucléaire. C'est quand même on n'est pas en train de parler de est-ce que ils ont découvert. Et puis ils ont un vrai arsenal, ils ont des vecteurs, ils ont des sous-marins, ils sont tout à fait capables de les lancer. C'est une vraie puissance nucléaire. Il ne faut pas oublier que vous avez la bombe, mais vous avez les vecteurs. Israël a les vecteurs, elle a des start-up de défense de premier niveau qui sont tout à fait capables d'en faire et de les améliorer. Donc, si vous voulez, c'est une vraie puissance militaire, Israël. Or, le souci, c'est à un moment, il faut savoir assumer sa propre puissance et ne pas si vous voulez, de ne pas avoir le réflexe obsidional à la fois d'être puissant et de se dire persécuté. Moi, je l'ai toujours dit moi, j'ai fait traduire le grand philosophe conservateur et nationaliste Yoram Hazony, très, très grand philosophe israélien, qui est un homme très, très modéré, un homme extrêmement brillant. Si vous voulez, mais c'est un intellectuel qui est issu d'un État fort. Et on ne peut pas à la fois jouer l'État fort et l'État faible à la fois. J'ai souvent dit à mes amis israéliens, vous êtes de très grands tacticiens, mais parfois en stratégie, ça pose problème. Parce que là, par exemple, jouer le Hamas tactiquement, c'était bien, regardez où ça vous mène. Vous voyez, je leur en veux pas, les Américains ont fait cette bêtise-là. Nous, on l'a fait lors de l'opération Mosquito en Afghanistan, qui a été une catastrophe, puisque c'est le chef de la DGSE qui dit à Reagan d'utiliser et la drogue et les Corans islamistes en Tadjik. Reagan disait qu'il avait été extrêmement choqué, ça ne l'empêchera pas de le faire. Mais bon, pourquoi pas, on n'est plus à une hypocrisie près. Il faut jamais... Quand vous ne pouvez pas régler les choses par la voie des États et donc par la liberté politique, il ne faut jamais jouer à ces jeux-là. Parce que c'est une victoire tactique et ça se soldera par une défaite stratégique. L'Occident est en train, non pas d'être attaqué de l'extérieur par Poutine qui mange des enfants ou le grand satrape Xi Jinping. L'Occident est en train de goûter la face sombre de ses propres politiques sur 30 ans. Alors justement, à ce sujet des tactiques et stratégies plus ou moins ombrageuses, j'aimerais revenir sur la question des otages qui ont été faits prisonniers donc, le 7 octobre dernier. Ils sont au nombre environ de 250. Récemment, des négociations ont eu lieu. Une cinquantaine devraient être libérés. Nous enregistrons jeudi soir aussi. J'espère qu'à l'heure de la diffusion de cette émission, ils auront pu être libérés, peut-être même rejoindre leurs proches. Toujours est-il que ces négociations ont été conduites essentiellement par le Qatar. Quelque chose de très intéressant, puisque premier jour, je le répète à chaque fois, c'est vrai que ça fait plusieurs émissions que je le précise, mais c'est quand même absolument fascinant. Le premier jour, le jour des attaques, Haniyeh s'exprime, donc le patron du Hamas s'exprime depuis Doha au Qatar. Qatar qui abrite également une base américaine avec plus de 10 000 soldats sur son sol. Mais à quoi on a... Pardonnez-moi, mais c'est très compliqué comme dossier, mais alors là, on n'y comprend vraiment plus rien. Alors déjà, vous êtes au Moyen-Orient, donc tout le monde couche avec tout le monde par nature. Hein. Certaines nationalités sont également des professions, donc c'est compliqué comme zone, hein, j'entends. Donc, le souci, c'est que le Qatar, il ne faut jamais l'oublier. Quand Donald Trump signe la fin de la récré, en disant aux Saoudiens, et particulièrement à ceux qui vont préparer l'arrivée au pouvoir à terme de Mohammed Ben Salman, qui n'est que prince aujourd'hui, il n'est pas roi, hein, mais bon, c'est quand même, tout tourne autour de lui néanmoins. Et il faut dire, il n'est pas inintelligent, le moins qu'on puisse dire. Il dit aux Saoudiens, bon, vous avez utilisé les Faisal Finance pour, et vous avez utilisé les FM, donc les frères musulmans, parce qu'entre salafistes et wahhabites, on se tire la bourre, parfois on s'entre-assassine, mais parfois on coopère parce qu'il y en a qui ont le blé et il y en a qui ont le savoir-faire, vous voyez. Donc, échange de bons procédés. Or, il va falloir que ça s'arrête.
Et les Saoudiens ont tout à fait compris leur intérêt aussi parce qu'ils veulent, et ça a été l'un des rôles de Mohammed Ben Salman, parfois dans sa brutalité, de faire que l'Arabie Saoudite devienne enfin un début de vrai État. Avec un impôt, bon certes il l'a collecté en faisant faire des papouilles à certains de ses cousins, bon d'accord, ok, bon c'est un peu... Oh, Philippe le Bel faisait pareil. Hein. Donc c'est un peu viril comme manière de faire, il n'y a pas de problème. Et donc, vous faites un pas de côté. Le problème, c'est que parmi tous les organismes islamistes qui recevaient du blé, il y avait entre autres le Hamas. Et donc, comme personne ne voulait repolitiser la question palestinienne, il fallait que ça passe par un État tiers. Les Saoudiens ont dit non, nous on s'est engagés vis-à-vis des Américains, on fait un pas de côté, on a nos propres problèmes à régler. Eh bien, les Américains et les Israéliens ont désigné les Qataris, qui eux se retrouvent au centre d'un jeu moyen-oriental que leur diplomatie ne leur permettrait pas sur le papier d'avoir. Ils sont courtisés, ils ont du blé. Pourquoi ne pas en profiter ? En plus, c'est des puissances comme les États-Unis qui leur demandent. Les Qataris sont tous sauf intelligents. Ensuite, mais c'est aussi un fait de dépolitisation. C'est-à-dire qu'on demande à un État tiers... Alors, vous me direz, on a toujours utilisé des États neutres pour les négociations. Là, c'est pas uniquement un terrain de négociation. C'est-à-dire qu'une partie de la diplomatie qatari parle, même s'ils n'en partagent pas ni les vues ni les intérêts, au nom du Qatar, parce qu'on a demandé aux Qataris d'être la nounou du Qatar. Aux Qataris d'être la nounou du Hamas. Bien sûr. Donc, parce qu'on a toujours dépolitisé ça. Ça a permis aux dirigeants du Hamas de vivre comme des nababs et d'éviter de se prendre un missile Hellfire dans le coin du bec à 3h du matin pour éviter de terminer comme Shah Yassine. Bon, ok, chacun y a trouvé son compte. Le souci, c'est que ça ne règle pas le problème d'une absence d'autorité palestinienne légitime. Donc à un moment, il faut choisir un interlocuteur politique, personne ne le veut. Voilà, ce conflit, aujourd'hui, a échappé totalement aux faits politiques. Comme personne ne veut être responsable d'une des parties ou de l'autre, de toutes les manières, ça se passera par intermédiaire et ça va devenir un fait de business. D'ailleurs, pour les Qataris, c'est un business. Pour une partie des Occidentaux, le conflit israélo-arabe, c'est un business. Pour une partie des ONG, particulièrement les ONG islamiques, c'est un business qui sert à avoir une partie de zakat, parce que, vous savez, il faut donner pour nos frères de Palestine, ça permettra de payer les faux frais et les cafés et les sandwichs. Donc voilà, aujourd'hui, ce conflit-là, parce qu'il il échappe aux lois politiques, de toutes les manières, il va se régler par les forces démographiques, et soit on retourne la table et on change de stratégie, soit de toute façon, c'est un conflit qui est appelé à pourrir, et qui ne doit plus être un pot de pu qui infecte la chair de l'ensemble du Moyen-Orient, parce que ça fait des décennies maintenant que Israël craint pour sa sécurité, ça fait des décennies que beaucoup de pays arabes retardent leur développement en disant à leur peuple, tu sais, j'ai piqué dans la caisse, mais bon, c'est pas pire que ce que vivent les Palestiniens, donc il faudrait que marche à l'ombre. Ce que des tas de dirigeants arabes ont dit, ce qui a fait pourrir la zone. Et nous, c'est l'intérêt, en tout cas de la France, de ne pas avoir 300 millions de gens, c'est-à-dire la masse du Moyen-Orient, qui sont derrière la Méditerranée, donc pas à notre immédiate frontière, mais pas loin, qui sont dans un désespoir politique total, et qui peuvent, à un moment ou à un autre, faire surinfecter leur plaie. C'est un problème sécuritaire pour nous. Voilà. Nous devons avoir une Méditerranée calme et un Moyen-Orient relativement apaisé. Le seul homme qui a fait un pas dans cette direction-là, quoi qu'on pense de lui et de son coiffeur, c'est Donald Trump. Voilà. Le problème, c'est que ça passait par un point qui est triste, mais comme je vous l'ai expliqué, qui de toute façon était obligatoire, qui était de le faire dans le dos du conflit israélo-arabe. Alors justement, on a parlé beaucoup du conflit israélo-arabe, mais on a concentré finalement ces explications dans un contexte d'opération de riposte d'Israël sur la bande de Gaza, mais pour autant il y a un deuxième territoire dont on parle moins, c'est bien entendu la Cisjordanie. Ce que je vous propose avant de vous donner la parole, c'est d'écouter l'expert en gestion de crise, Hervé Carès. Il nous donnait son point de vue il y a peu de temps. Il y a le front de Gaza, mais il y a aussi le front de la Cisjordanie. C'est le vrai enjeu de ce qui est en train de se passer maintenant.
vous avez des colons qui ont été armés par le gouvernement israélien. Il y a 450 000 colons, 10 000 armes. Israël, c'est un État de droit, c'est une démocratie, mais sur la Cisjordanie, je suis désolé, on n'est plus dans l'État de droit. On est sur une forme de Far West où vous avez des civils qui sont armés, qui sont protégés par l'armée israélienne, qui ont quasiment le droit de faire un peu tout vis-à-vis des Palestiniens qui se trouvent sur des terrains, ou alors ils estiment que ces Palestiniens-là constituent pour eux des menaces dans les camps de réfugiés ou dans certaines parties des villes palestiniennes pour lutter contre des groupes armés qui se sont coalisés. Donc vous avez des groupes armés sur la Cisjordanie qui sont coalisés avec le FPLP, le djihad islamique, le Hamas. Et là, on est vraiment sur un front qui pourrait devenir problématique pour le gouvernement israélien. Alors, que pensez-vous de cette analyse, Hervé Carès ? Alors, je suis assez en accord, parce qu'on ne veut pas parler du front de la Cisjordanie, mais d'un point de vue, si mes informations sont exactes, la situation sécuritaire en Cisjordanie, c'est 5 fois la normale. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas Gaza, on ne parlerait que de ça. Oui. Là, on n'en parle pas, parce que on n'en parle pas, certainement pour ne pas faire rajouter une courroie de sympathie en Cisjordanie pour le Hamas, ce qui envenimerait encore le conflit, parce que maintenant qu'on a joué le Hamas contre le Fatah, c'est peut-être bien de jouer le Fatah contre le Hamas. Ouais. Donc là, le problème, il faut bien que vous compreniez la sociologie, et je le dis vraiment sans aucune acrimonie, très loin de là, je le regrette, mais il faut bien comprendre quelle va être la base des prochaines coalitions israéliennes. Une fois que Benjamin Netanyahou aura été écarté. Parce que de toute façon, je pense que c'est un grand magicien de la vie politique, mais je pense que là, il a tiré ses dernières cartes quand même. Ça va être quand même très compliqué pour lui de revenir, même si le personnage est habitué du fait de revenir d'entre les morts politiquement. Mais là, bon, ça serait quand même compliqué. Nous sommes face à 2 phénomènes en Israël. Il faut bien que vous compreniez que la tendance globale d'Israël, c'est que vous avez les ultra-orthodoxes qui vivent en dehors de la société israélienne, mais qui ont une démographie telle que leur poids électoral ne fait que croître et embellir, il est déjà gigantesque. Leur seul moule de socialisation politique, c'est le nationalisme religieux. L'alliance des deux fait que de toute façon, vous n'aurez plus de coalition contre ces groupes sociaux en Israël. Donc, ça vous donne quoi comme situation ? C'est que si, suite aux événements du 7 octobre, comme une partie de l'opinion israélienne le veut, on oblige enfin, on règle enfin le problème du statut militaire des ultra-orthodoxes, qui refusent de faire l'armée pour beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, l'opinion israélienne se sent suffisamment forte pour le faire suite à ces morts. Le problème, c'est que le seul groupe social équivalent qu'elle peut jouer, c'est les colons. Vous ne pouvez pas... vous pouvez jouer à la rigueur contre les ultra-orthodoxes, ce qu'on appelle les quartiers noirs. Vous pouvez jouer contre les colons si vous voulez, vous ne pouvez pas jouer contre les deux à la fois. Ce n'est plus possible. Donc, je vous le dis tout de suite, la colonisation va croître et embellir en Cisjordanie, je vous le dis tout de suite, parce que si, je dis bien si, c'est une hypothèse de travail, l'opinion israélienne va au bout du raisonnement qu'elle a aujourd'hui, elle va devoir utiliser le groupe social des colons pour forcer une partie. Alors évidemment, les deux groupes s'entremêlent, mais globalement, on parle, si vous voulez, on parle d'utilisation globale de forces sociales pour régler la question du statut militaire des ultra-orthodoxes. Il va falloir s'appuyer, entre autres, sur le groupe des colons. Donc de toutes les manières, la colonisation continuera. Alors, vous me direz, ça va être terrible pour la Cisjordanie, parce que c'est un territoire archipélisé, donc il n'y aura jamais d'État. C'est plus la peine de leur dire ça. Or, le souci, c'est que justement, il faut voir sur d'autres types de territoires. Alors, il y a l'option jordanienne, il y a l'option Sinaï, il y a différentes options, parce que personne n'acceptera l'État uninational, il faut se sortir ça de la tête. Il faut séparer ces deux populations. Or aujourd'hui, de toute façon, la Cisjordanie est un gruyère et aucun gouvernement israélien ne démantèlera les colonies, ils n'en ont plus les moyens, quand bien même ils en auraient la volonté. Je vous propose, pardon, je vais faire une parenthèse, on va écouter Meir Habib à ce sujet.
Un juif ne peut pas être un colon judée. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Et ce sont les autres qui sont aujourd'hui colons en Judée, en Samarie, en Eretz Israël. On voit qu'il n'y a pas uniquement une portée politique. Non, alors justement, ça c'est la dimension que le député Meir Habib souligne en ayant tué l'ingénieur son de l'émission où il était, parce qu'à mon avis, le pauvre a dû rendre l'âme. Et ça, je pense que pour nous qui raisonnons par le réalisme politique et par une habitude de la laïcisation de la pensée qui est assez française, on ne comprend pas la dimension religieuse, d'ailleurs qui est soulignée par le député Meir Habib, quand il parle de la Judée-Samarie. Bon, le problème, c'est que cette dimension-là envenime. Je comprends tout à fait qu'un fait identitaire se cristallise sur un sentiment religieux. Ça, c'est tout à fait normal. Et je ne dis pas que c'est normal, je dis que c'est habituel. Par contre, de rajouter une couche de religieux là-dedans, c'est là où on voit qu'il n'y a rien à négocier, au fond. Il n'y a rien à négocier. Parce que déjà, on ne peut pas négocier deux démographies fortes qui sont face à face. On ne négocie pas un territoire qui est un mouchoir de poche. Alors c'est maintenant on doit négocier Dieu. Bon, rideau. Voilà où on en est. Et malheureusement, nous ne voulons pas voir parce que nous, on pense que, parce que la France a accouché d'une laïcisation de l'esprit, on veut penser que le monde entier peut s'analyser de manière laïque. Non, il y a des conflits avec des variables religieuses. Attention, il n'y a pas de guerre de religion pure. Toutes les guerres ont un facteur politique. Mais il y a très peu de guerres sans facteur religieux, fût-il minime. Ne serait-ce que le statut militaire des clercs, des moines, des bonzes en Asie, etc. C'est une dimension religieuse des conflits. Même un conflit comme la guerre du Vietnam avait une dimension religieuse qui était l'engagement des bonzes contre les GI. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, nous, on ne veut pas voir ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour un territoire, il y a des gens qui se battent pour une reconnaissance identitaire à fondement religieux, et ça se négocie pas. Et c'est là où malheureusement, il n'y a qu'une seule option, qui est de dire ce conflit terrible ne nous regarde pas au fond. Il faut savoir s'en tenir à bout de gaffe, parce que ce conflit pourrira tous ceux qui y toucheront. Peut-être pour conclure ce grand volet sur ce qui se passe au Proche-Orient, je vous propose d'écouter François Fillon, que vous adorez, je le sais, vous me l'avez déjà dit. Il prenait la parole face à Darius Rojban, que vous aimez aussi beaucoup d'ailleurs, il y a quelques années, et c'est très intéressant parce que finalement vous serez sans doute d'accord. Il y a 3 ans je crois, je rencontrais à Téhéran l'ayatollah Rafsanjani, l'ancien président iranien. Et à un moment dans la conversation, on parlait d'Israël et il me dit il faut qu'ils s'en aillent. Alors, je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ils n'ont rien à faire en Palestine, il faut qu'ils partent. Je lui dis vous ne pouvez pas dire ça. Donnez-moi une seule raison pour laquelle ils pourraient rester. Je dis oui, ils étaient là il y a 2000 ans. Il éclate de rire et il me dit nous il y a 5000 ans on était en Inde, on ne va pas y retourner. C'est un peu la démonstration finalement que vous faites depuis tout à l'heure, qui est l'impossibilité de régler ce conflit quelque part. Si on m'avait dit qu'un jour je serais d'accord avec Oncle Fétide. Mais, mais bon, c'est vrai. C'est à un moment, si vous voulez, même si on a de l'affection personnelle, ce qu'on appellerait un penchant en philosophie pour un ou l'autre camp, à un moment, si en plus on rajoute l'aspect, historique du conflit, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, etc. Si on entre dans la responsabilité collective et transmissible, il n'y aura jamais d'option politique, donc il n'y aura jamais de paix. Point. Donc, tant qu'on est dans la faute collective et dans l'expiation collective et transmissible de génération en génération, il n'y a pas d'option politique réelle sur la table. Et une option politique réelle, je ne vous parle pas d'un pays qui s'imagine être l'ami d'un autre et qui se fait avoir pour garantir la paix. Ce n'est pas le couple franco-allemand. C'est juste de dire les bonnes frontières font les bons voisins, vous chez vous, nous chez nous. Point. Tout le reste, c'est de la littérature de roman de gare.
Personne ne le veut, donc personne ne veut qu'on règle politiquement ce conflit. Il ne se réglera pas. La seule chose, c'est qu'il évite de déverser son venin dans l'ensemble de la zone. C'est tout ce qu'on peut espérer. Il y a eu un premier pas avec les accords d'Abraham, parce qu'à la fin, le but des accords d'Abraham, qui aurait à un moment ou à un autre fait revenir les Iraniens dans le jeu, c'est d'aplanir l'axe. Pas l'axe Riyad-Tel Aviv, celui-là c'est déjà aplani de lui-même sur le dos des Iraniens. Mais l'axe Tel Aviv-Téhéran et Riyad-Téhéran. Pour faire un triangle. Alors, un triangle géopolitique qui vaut ce qu'il vaut. Pour maintenir la zone, à titre personnel, moi je serais beaucoup plus partisan par rapport aux intérêts français, qui sont les seuls qui m'intéressent, pardonnez-moi, d'y inclure le Caire, parce que j'ai confiance à la fois en l'Égypte et dans le maréchal Sissi, mais on ne peut pas y mettre la Syrie, parce que même si elle a fait son retour, c'est quand même un État qui est convalescent et qui n'a pas la taille critique, mais qui devra être respecté, qui se fait respecter, c'est tout à fait légitime, pour aller vers une détente générale. Moi, c'est un moment, le discours des tambours de guerre qui permet à l'Occident de continuer son hystérie entre de la mer de Chine à Kiev en passant par Gaza, une détente générale, tous les pays vont aller vers des transitions démographiques, problèmes environnementaux, problèmes d'accès énergétique, tous les pays vont aller vers des casse-têtes, d'accord ? N'en rajoutons pas avec une régression impériale qui est une régression qui est, Lénine disait du gauchisme que c'était la maladie infantile du communisme, l'impérialisme droit de l'homiste est la maladie de la sénilité de l'Occident, profondément. Alors, on a quand même peu parlé de la France pour le moment. La France était connue pour avoir une politique arabe en tant que telle. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle se résume uniquement à la crainte de l'importation de ce conflit. Est-ce que c'est ça la réalité ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est gérer un conflit qui arrive jusqu'à nous ? Mais non. Alors, on va être très clair. Vous n'avez plus de géopolitique autonome. La géopolitique autonome, et vous n'avez plus de perception autonome de l'histoire et des relations internationales. Puisque c'est normal, hein, vous êtes dans l'Europe, donc vous prenez vos ordres d'abord à Bruxelles, à Berlin, et ensuite à Washington. Parce qu'après, il faut les N+1, N+2 et Big Boss. Donc voilà, vous faites les cafés, les sandwichs. Bon, donc, comme vous tenez la cafette de l'Occident, hein, à Bruxelles, derrière le comptoir de l'OTAN, eh bien... Premièrement, tout le monde se fout de votre avis parce que personne ne demande au stagiaire qui fait les sandwichs son avis. Et même si celui-ci est issu d'une grande famille. Parce que la France avait une vraie vision de ce conflit. De Gaulle, 67. Je vous redis les deux phrases clés de ce discours. 1. Nous avons dit et aux peuples arabes que pour nous, Israël était un fait établi. Nous n'accepterions pas qu'il fût détruit. 1. 2. Une vieille amitié avec les peuples arabes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si la diplomatie française devait revenir, premièrement, elle doit... Parce qu'aujourd'hui, on a réussi plutôt on est sur aucun des deux points, finalement. Ah, mais on est c'est pas comme si on s'était engouffré que dans l'un ou que dans l'autre, en réalité. On ne drague ni l'un ni l'autre. Non, mais on s'est engouffré dans le en même temps, c'est-à-dire dans rien. C'est-à-dire dans rien. Dans l'égotisme de M. Macron, bon, ça fait longtemps qu'on y est engouffré. Mais c'est la seule fois où Macron aurait eu l'occasion de faire du en même temps, d'ailleurs, accessoirement, c'est là où il le fait pas, finalement. De toute façon, et c'est la seule fois où il fallait le faire, mais comme c'est une boussole sud de l'intérêt de la France, ce type, c'est-à-dire qu'il réussit, comme disait Emmanuel Todd d'Alain-Minck, il défie les lois. Il défie pas les lois de la politique, mais il défie les lois de la statistique. C'est-à-dire que, théoriquement, vous ne pouvez pas être 100% traître. Il faut que vous fassiez le bien à votre corps défendant par erreur au moins une fois. Lui, 0. C'est-à-dire que Emmanuel Macron aura au moins marqué l'histoire des mathématiques, il fallait bien qu'il marque quelque chose. Donc, vous avez... là où il fallait tenir une politique d'équilibre, il n'en a pas les moyens, parce qu'une politique d'équilibre, et ça je tiens à le dire à toute une école occidentaliste qui est dans les relations internationales françaises et qui dit la politique d'équilibre c'est une politique de faiblesse. Non, pas du tout, c'est au contraire la politique la plus forte. Parce que pour que vous teniez l'équilibre, il faut être très fort. Pour tenir les deux courants et ne pas être entraîné ni par l'un ni par l'autre. C'est une politique de puissance. La seule chose, c'est que une partie de ces analystes rêvant certainement de pouvoir faire les cafés à la cafette de la fac de Columbia attendent attendre leur lettre de recrutement. Le problème, c'est que l'Amérique ne peut pas multiplier les gamelles pour tous les chihuahuas qui entendent s'y repaître. Hein, c'est malheureux. Hein, un empire est un distributeur de gamelles et d'obligés. Mais bon, il y en a tellement que...
Puis bon, c'est pas avec la mémoire de Joe Biden qui va se les rappeler tous. Mais voilà, la France avait une politique forte dans cette zone. Elle ne l'a plus, donc elle n'est plus respectée. Nous avons laissé Van der Leyen aller balancer au mépris de la sécurité, y compris de nos ressortissants, des imbécilités comme elle est capable de le faire, parce que de toute façon, elle attend sa promotion au siège de l'OTAN en juin prochain, tout le monde le sait. Donc elle peut balancer toutes les énormités atlantistes qu'elle veut, elle se met déjà dans le fauteuil. Et nous, après, on épongera, et nos diplomates épongeront les pots cassés, comme disait le général de Gaulle, ils feront perdurer les carreaux fêlés. Donc, point. La France est devenue une serpillière géopolitique, tout simplement parce qu'elle a refusé de tenir elle-même le balai de son destin. Bon, or l'histoire, ça se fait debout ou à genoux. Il n'y a pas de station intermédiaire. On va fermer ce volet, Pierre-Yves Rougeron, on va aller très vite pour le dernier parce que finalement on a beaucoup avancé, on s'est attardé sur le dossier israélo-palestinien, mais je voudrais quand même qu'on parle de l'Argentin et de l'Argentine avec l'élection de Javier Milei qui devrait changer la donne du pays. Je vous propose, avant de vous donner la parole, de regarder quelques images du nouveau président argentin. Esa es nuestra regla fiscal. ¡Viva la libertad, carajo! Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. ¡Que tiemble la casta! ¡Viva la libertad, carajo! Y el político argentino no puede valer ni excremento, por eso los pesos no valen nada. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Es una felicidad increíble, la verdad. Es el fin de una decadencia que no se terminaba nunca. Así que los corruptos, afuera. Alors, il semble original. Disons ça comme ça. On dit de lui qu'il est ultralibéral, réactionnaire, anti-système, libertarien. Bon, le système ne l'aime pas trop, ça c'est certain. Comment définiriez-vous ce Javier Milei ? Parti attrape-tout. Parti attrape-tout qui a pu naître et prospérer dans la faillite du péronisme. Simplement parce que le grand... Pardon, mais je pense à quelque chose, mais c'est pas un peu BP Grillo à l'envers ? Il y a de ça. Il y a de ça. Il y a un BP Grillo de droite. Bon, si vous voulez, au-delà, moi je ne veux pas juger le style du personnage. Il va sans dire que c'est pas le mien, mais ça, si vous voulez, je suis pas argentin, donc j'ai pas la légitimité de. Donc, je remarque quatre choses. Premièrement, il faut lui laisser sa chance, parce que l'Argentine vit un long déclin. Je vous rappelle que l'Argentine a été une puissance mondiale, on s'en rappelle très peu, mais l'Argentine a été le pays le plus puissant d'Amérique latine, centrale et andine. Donc l'Argentine a été un pays très puissant. Le déclin de l'Argentine est lié entre autres, et c'est là où le deuxième point qui m'inquiète dans le programme qui m'inquiète, ça touche pas les intérêts français, et j'ai pas de légitimité, je suis pas argentin. Le problème, c'est que l'Argentine a vécu un système parallèle à l'euro, c'est-à-dire qu'elle avait le peso et elle l'agrippe au dollar. Comme nous avons par l'euro, nous prenons le franc, nous l'agrippons au Deutschmark. Donc nous vivons, et là c'est un problème identitaire. Alors je sais que c'est un peu le summum de l'identité, vu que c'est le rapport au monde, donc c'est l'identité qui intéresse personne. Mais le problème c'est que quand vous faites ça, eh ben c'est très simple, vous chaussez du 43, et vous voulez mettre des chaussures qui sont du 37. Vous voulez faire ce que vous voulez, ça va vous faire mal. Parce que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas à votre main, c'est pas fait pour vous. Voilà. Eh bien, vous entrez dans une identité économique qui n'est pas la vôtre, et donc ça va vous bousiller.
Roberto Lavagna, qui était ministre du Travail et qui, quand le Premier ministre argentin, au milieu de la crise, prend l'un des derniers hélicoptères de l'armée et part en vacances de longue durée à Miami, eh bien, lui, il va détruire cette parité. Il sera d'ailleurs menacé par des hauts fonctionnaires internationaux. Et m'a-t-il dit, quand je l'ai interviewé pour ma revue Perspective Libre, des hauts fonctionnaires français, qui étaient dans les organisations internationales à l'époque. C'est un sympathique delorien chauve, pour ceux qui voient de qui je parle. Et le démocrate chrétien, encore aurait-il fallu. Et encore heureux. Et le problème, c'est que de vouloir dollariser l'Argentine, ça a déjà été une catastrophe. Ça a déjà eu lieu, ça. Alors en plus de vouloir échanger la monnaie, donc de détruire le peso argentin pour prendre le dollar, c'est-à-dire une monnaie qui n'est pas si vous voulez, de votre identité économique, il y a des pays qui ont la double monnaie. Vous prenez la Thaïlande, vous prenez le Cambodge, vous avez le riel cambodgien, vous pouvez payer en dollars américains. Mais vous avez le riel cambodgien, il existe. Le baht thaïlandais, vous pouvez payer en dollars, mais le baht thaïlandais existe. Lui, il veut, si j'ai bien compris son programme, sauf plus ample informé, liquider le peso argentin. C'est un jeu assez dangereux, je le dis. Il est ultra-libéral, en réalité, je pense qu'il a un discours par public. Et ça a été très bien compris par son sympathisant, c'était corrompu dehors. Voilà, c'est avant tout, on en a marre de vous. Il n'a pas plus d'idées que de beurre en branche. Il dit, j'en ai marre de vous. Et certains dirigeants sont tellement haïssables, on connaît bien le problème en France de gens qui n'ont pas d'idées mais qui disent tout sauf les autres. Nous, on en a des comme ça. Et il y a des gens qui peuvent être élus comme ça. Et parfois, ça peut bien tourner. Parfois, ça peut tourner au drame. Lui, on verra. Ou ça peut tourner en eau de boudin, c'est-à-dire, révolutionnaire le lundi, costard-cravate le mardi, à plat ventriste le mercredi. Ça peut aussi tourner comme ça. On verra. Moi, je ne fais pas de prévision. Par contre, quand on me le dit, il est ultra-conservateur, je rappelle qu'il veut la vente d'organes. Bon, moi, à titre personnel... Il veut interdire l'avortement, mais par contre, il veut bien vendre les organes. Si vous voulez, moi, je veux bien qu'on ait les débats de bioéthique, je les trouve assez glissants. Il a fait cloner son chien aussi, mais il a fait cloner Médor. Oui, qui s'appelle Conan. Ah, il s'appelle Conan. Ah oui, d'accord. En référence au barbare. Ah, super. Donc, ils s'étaient rencontrés il y a 2000 ans au Colisée. Il était gladiateur et l'autre. Ah bon, très bien. Donc en plus, il aime bien les films de Schwarzenegger des années 80. Bon, ça tombe bien. Moi aussi, je suis amateur de laideur élaborée. Mais si vous voulez, le problème, c'est que quand je vois une partie de la droite se mettre en pamoison juste parce que la gauche n'est pas contente, je dis juste faites attention. Faites attention parce que l'expérience Mélanie vous a pas servi. L'expérience Kuntz vous a pas servi. L'expérience avec le PiS polonais vous a pas servi. L'expérience Orban vous a pas servi. Qu'est-ce qui vous sert ? Or, là, oui, d'accord, la gauche le déteste. La seule chose, c'est que c'est pas ça la grille de lecture. La grille de lecture, c'est l'intérêt du peuple argentin et de la nation argentine. C'est là où je dis, suspendons notre jugement. On verra. Mais à titre personnel, je n'ai pas, parce que Mediapart ne l'aime pas, ça ne doit pas nous... Si vous voulez, ça doit nous faire sourire. Parce que c'est toujours bien de voir Edoui Plenel chialer dans sa moustache. C'est jouissif, d'accord, admettons. Ça ne fait pas une politique pour autant. Alors, toutefois, vous dites globalement, son programme s'est corrompu dehors. Il y a une autre expérience très récente, c'est les législatives aux Pays-Bas, qui ont finalement consacré la victoire de Geert Wilders. Il remporte 37 sièges sur 150, mais il sera majoritaire de fait, avec un quart des sièges. Est-ce qu'on peut mettre ça en parallèle ? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes profils. Non, ce n'est pas du tout les mêmes profils. Geert Wilders est un politicien chevronné, qui a fait, entre autres, de la critique de l'islam son cheval de bataille, ce qui d'ailleurs est assez courageux dans le pays où il est, parce qu'il y a déjà eu... Ça fait longtemps, ça déjà. Premièrement, il a une constance vis-à-vis de ça. Deuxièmement, 2 hommes politiques majeurs des Pays-Bas, enfin, un homme politique et un artiste, Pim Fortuyn et Theo van Gogh, ont déjà payé ça de leur vie. Un de la main d'un islamiste, un de la main d'un gauchiste. Pim Fortuyn a été tué par un gauchiste, pas par un islamiste, si mes souvenirs sont bons. Et le problème, c'est que Geert Wilders, on va voir tout de suite ce qu'il a dans le ventre, parce que, si vous voulez, on peut dire, face en plus aux Pays-Bas qui deviennent un narco-État sous le coup des mafias immigrées, on peut dire qu'on veut les foutre dehors, c'est tout à fait légitime. Toutefois,
Premièrement, il y a, les Pays-Bas vivent sous l'empire européen de l'immigration. Alors dans son programme, à Geert Wilders, justement, il y avait la sortie de l'Union européenne. Ce qui prouve qu'au moins, lui, il n'a pas trahi, contrairement à d'autres. Par contre, nous verrons, parce que je rappelle que comme nous sommes dans une chambre et lui à la proportionnelle, il va devoir faire une coalition. Donc le parti de droite le plus proche, qui a dit d'ailleurs que jamais il ne régnerait avec lui, c'est celui, ce qui appellerait peut-être une grande coalition anti-Wilders. Ça, c'est à voir. C'est celui de l'ultramondialiste cinglé, M. Rutte, je crois. Ou Rutte, je ne me rappelle plus comment ça se... Mark Rutte. Mark Rutte, voilà. Comment ça se prononce. Et qui, lui, est un mondialiste cinglé. Hein. C'est l'un des pères du texte européen qui a été approuvé par le Parlement alors pour l'instant, il faut que le Conseil se statue dessus, pour liquider les souverainetés nationales définitivement. Au moins on annonce la couleur, ça forcera certaines personnes à sortir de leur lâcheté, parce qu'à un moment, il faudra se soumettre ou se démettre, et nous verrons si M. Wilders se soumettra ou se démettra. Moi, à titre personnel, dans la vie politique néerlandaise, j'ai beaucoup plus confiance dans quelqu'un comme Thierry Baudet, parce que qui a d'ailleurs a subi une attaque violente à coups de tesson de bouteilles de verre. Bien sûr, lui, il est l'une des cibles attitrées du mondialisme néerlandais. Et ensuite, là encore, si Geert Wilders a accès s'il devient chef de gouvernement, il doit avoir sa chance. Ensuite, il aura le choix de Madame Meloni, c'est-à-dire debout ou pantalon sous les genoux. Mais il n'y aura pas. Est-ce que les Pays-Bas sont aussi dépendants de Bruxelles que l'Italie ? Alors, les Pays-Bas, vous êtes face à un pays contributeur net, donc un pays qui perd de l'argent tous les jours. Vous êtes face à... Comme la France. Comme la France. Vous êtes face à un pays qui, en plus, a des velléités de petit impérialisme local. Par exemple, il veut proposer un rattachement aux néerlandophones aux néerlandophones de Belgique, ce qui est soutenu par le Vlaams-Belang. Bruxelles, voyant un État être ciselé, ça les empêche pas de dormir. Mais les Pays-Bas, il ne faut jamais oublier, est le vis-à-vis historique du libéralisme anglais sur le continent. Donc à un moment, ils auront peut-être la tentation de la liberté, sachant que, vu que l'Union va passer à 37 avec des pays extraordinaires comme l'Albanie, comme l'entité kosovarde, etc., donc des pays qui ne vont rien apporter, mis à part des ennuis, mais qui vont rajouter un nombre colossal d'États mendiants, eh bien, les Pays-Bas vont devoir cracher au bassinet, comme la France, ce seront les deux grands perdants certainement, avec l'Italie. Et l'Allemagne. Comment ? Et l'Allemagne. Non, pour l'Allemagne, c'est un investissement pour l'impérialisme allemand. Vous voyez, par exemple, le texte sur la liquidation terminale des souverainetés qui a été approuvé par le Parlement, il a 5 rédacteurs, 4 Allemands. Donc, si vous voulez, pour une raison, c'est que Berlin pense que tous ces pays-là vont être ses obligés. Donc, résultat, on peut faire sauter les verrous nationaux. Berlin, en utilisant les Volksdeutsche, comme M. Tusk, qui vient de reprendre la Pologne, qui est un Allemand de Pologne, plus ces obligés dans les Balkans, dans l'Europe de l'Est. Je vous rappelle que 30% de l'industrie hongroise appartient à l'Allemagne. Il suffira à Berlin de claquer des doigts pour que tous les États vassaux contraignent les peuples latins. Point barre. C'est ça le but. Hein. C'est pas pour rien que sur les rédacteurs, 80% sont des Allemands. Donc, point barre, ce n'est que ça. Or, nous verrons ce que M. Wilders a dans le ventre, parce que sinon, on pourra toujours se plaindre des femmes voilées, des roues voilées, de tout ce qui est voilé. Le problème, ce n'est pas de s'en plaindre. Des roues, oui, des roues, Mais le problème, ce n'est pas de s'en plaindre, c'est un moment d'inverser les flux. Donc, mais pour ça, il faut affronter... ou alors, faut faire semblant. Il faut être l'exemple danois, il faut être tous ces trucs qui font fantasmer la droite européenne, mais qui la feront fantasmer jusqu'à ce que, comme l'État quasi autonome écossais anti-Brexit qui fait venir les immigrés en Angleterre, ça les fera fantasmer jusqu'à ce qu'ils élisent un islamo-gauchiste, ce que certains pays ne manqueront pas de faire par bascule démographique à terme. Bien sûr. Voilà. En France, comment voyez-vous l'avenir, sachant que les européennes se profilent aussi, évidemment, pour nous comment voyez-vous les choses ? Pour moi, c'est assez simple. Je pense qu'une partie de la Macronie fait maintenant, je m'étais permis de le dire il y a 6-7 mois, que l'opération Attal allait être lancée parce qu'une partie de la Macronie n'a pas une extraordinaire confiance
dans Édouard Philippe. Non pas que Édouard Philippe ait des velléités patriotiques quelconques, c'est seulement que tout le monde pense qu'il y aura d'ici quelques années plus une pièce du décor qui va tenir, parce que malheureusement Édouard Philippe n'a plus le sex-appeal qu'il eut, c'est le moins qu'on puisse dire. Et déjà c'est là, mais dans 3 ans, qu'est-ce que ce sera? Donc on est allé chercher quelqu'un qui aura le même âge qu'Emmanuel Macron à la prochaine présidentielle, qui attaque au centre droit et qui a flingué déjà les velléités de messieurs Darmanin et Le Maire, qui de toute façon ne seraient pas allés bien loin, mais bon, on va toujours trop loin pour des gens qui ne vont nulle part. Et la seule chose, c'est que le grand gouvernement central se cherche un champion, parce que même si Édouard Philippe a les réseaux, a le trésor de guerre de l'ancienne énarchie juppéenne, il a malheureusement la maladie qu'il a, qui peut l'handicaper à terme, et qui en tout cas handicape sa communication. C'est d'ailleurs, je crois, sans faire de la médecine, mais je crois que c'est la seule chose que ça handicape, parce qu'il l'a dit lui-même, il n'est absolument pas en danger. Non, il n'est pas du tout en danger. La seule chose, c'est qu'une partie de la gauche macronienne, il ne faut pas oublier qu'Attal vient de la gauche macronienne, c'est pour ça qu'il se permet d'attaquer le centre droit. C'est dans le groupe de Strauss-Kahn, il me semble. Bien sûr, les jeunes Strauss-Kahniens. Oui, les jeunes Strauss-Kahniens. Le Richard Descoings, Strauss-Kahn, ça envoie du rêve. Il y avait Sibeth Ndiaye aussi. Descoings, Strauss-Kahn, Sibeth, non, je t'ai plus. On en rêve. Non, on en rêve. Donc, c'est des crocs fluo, ça envoie du rêve. Mais le grand souci, vous me direz, s'il vient de la gauche, pourquoi il attaque en centre droit sur la Baïa, etc. Parce qu'il peut se le permettre. Il sait que la France insoumise étant en train de se tirer une balle dans chaque genou, une partie de la gauche traître de la NUP qui ne demande qu'à redevenir l'ancien parti socialiste aux ordres du grand gouvernement central, mené par Clémentine Autain, une partie de LV, etc., accourra en claquant des doigts. Nous verrons le cas Ruffin, parce qu'il parie dessus, mais le cas Ruffin est peut-être plus compliqué que ce qu'on pense. Et derrière Attal, sans aucun problème. Ce serait plus difficile avec Philippe, à cause de toute l'énarchie, de toute la batterie de cuisine de l'énarchie de droite qu'il traîne derrière lui. Or, c'est pour ça qu'Attal se permet d'attaquer au centre droit. Il fait exactement ce que Emmanuel Macron faisait au même âge. Il attaque au centre droit, là où s'appelait aussi au laïcat. Oui, bien sûr. Ancienne ligne printemps républicain, vous voyez. Donc, il entre en lice pour la tête du grand gouvernement central. Il est beaucoup trop tôt pour dire s'il l'emportera, mais il faut être honnête, bien placé vis-à-vis de la classe comprador française. Il sait que s'il arrive à passer le premier tour, il a toutes les chances d'être élu. Donc le tout, c'est de ne pas faire en sorte que le grand gouvernement central se divise face à un revival mélenchoniste auquel je ne crois pas, mais qui pourrait, au cas où, si Jean-Luc Mélenchon fait quelque chose dont il est habitué, c'est-à-dire il noie la NUP et refait quelque chose, mais là, aux ordres de quelqu'un d'autre, qui peut être Adrien Quatennens par exemple, il y a plus grand monde. C'est pour ça que je vous dis, j'y crois modérément, mais Mélenchon est aussi un homme qui a l'habitude de revenir d'entre les morts. Mais si vous voulez, la grande peur, ce serait que le grand gouvernement central se divise, fasse un score un tout petit peu trop bas, et là qu'on se retrouve avec une gauche dite réunie face au Rassemblement national. Et là, pour le coup, le système serait un tout petit peu embêté. C'est l'un des seuls scénarios d'ailleurs. Attal ne jouera pas de l'effet anti-gilet jaune parce qu'il a applaudi au massacre, mais il n'y a pas participé, contrairement à Édouard Philippe. Attal peut dire qu'il est en partie innocent de l'ère macroniste parce que il est si jeune, si innocent, et puis bon, après tout, il saura faire oublier son CV, il est tableur. Il est redoutable à ce niveau-là. Et alors que Édouard Philippe a la tête de son passif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la seule chose, c'est que le monde entier, si vous voulez, ce qui est pour moi le vrai danger pour nous, c'est qu'il va avoir comment je vais vous dire ça, une fossilisation rapide de l'Europe de l'Ouest, dans l'eurocratisme, dans l'absence de courage des oppositions, dans l'absence de liberté d'expression et de pensée de plus en plus lourde. Et pendant ce temps-là, le monde, lui, va aller de l'avant. Et ce qui serait le plus terrible dans ce scénario-là, avec uniquement des élites, qu'elles soient alternatives ou autres, lâches, ce serait que l'Europe parte complètement à la dérive. Si, par exemple, les élections générales britanniques se passaient bien
avec un retour des Red Wall Tories, ou pire, si Donald Trump revenait, et là, pour le coup, l'Europe deviendrait une espèce de, deviendrait l'ère glaciaire du droit de l'homisme débilisant, et une espèce de Charles Michel, l'Européen du XXIe siècle, c'est-à-dire ce qui fut une grande civilisation, et le dernier qui sortira éteindra la lumière. Merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron d'être venu pour le Samedi Politique sur l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Pensez donc à cliquer sur le pouce en l'air, même si elle ne vous a pas plu. Allez, ça fait monter le référencement. Laissez vos commentaires, faites de vos suggestions puisque je les lis chaque semaine. Et puis n'hésitez pas non plus à partager cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, n'oubliez pas, le plus important, portez-vous bien.